Merci Vincent pour cette invitation. Alors je vais commencer par un tout petit point de calendrier qui n'est pas complètement inutile. Au départ, on aurait dû connaître le contenu de la LPPR fin janvier parce qu'elle devait être présentée au Conseil économique, social et environnemental, ce qui n'a pas été le cas. Et en l'occurrence, un grand flou règne sur cette LPPR et son calendrier. Au départ, donc, tout devait être voté, terminé fin juin. Actuellement, les rumeurs venant de l'Élysée ou du ministère parlent d'octobre. Le calendrier parlementaire étant extrêmement chargé, on ne sait pas quand cette loi sera discutée, ni même s'il y aura une loi en bonne et due forme, le gouvernement pouvant très bien, pour un certain nombre de dispositions, passer par des mesures réglementaires, ce qu'il a fait par exemple pour ce qui concerne les E3C du bac. Il y a qui contournent les débats au Parlement. Donc pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il en est. Ce qu'on sait, ce sont les orientations générales qui sont, Vincent l'a rappelé, issues des 3 rapports. Alors, ces orientations générales, on peut dire que elles poursuivent, elles poursuivent les orientations qui, en matière d'enseignement supérieur et de recherche, conduisent les politiques menées par tous les gouvernements depuis 15 ans, au moins. Elle les pousse beaucoup plus loin et avec des menaces sérieuses pour l'indépendance de la recherche, pour les statuts et pour l'enseignement même à l'université et pour la condition de tous ceux qui y travaillent. Alors, un des points centraux dans ces rapports, c'est une volonté de hiérarchiser. Il y a une logique autoritaire en langage technocratico-managérial, ça se dit pour ce qui est des choix politiques en matière de SR, ça se dit développer la capacité de la France à opérer des choix stratégiques et à agir en cohérence. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concentrer la décision des grandes orientations de la recherche du côté du Premier ministre, au cabinet du Premier ministre. D'où par exemple, la mise en place recommandée d'un conseil stratégique de la recherche et de l'innovation directement rattaché au Premier ministre, qui viendrait remplacer les instances déjà existantes en matière d'information du pouvoir concernant la recherche. D'où aussi l'idée de mettre en place une cellule stratégique placée auprès du Premier ministre, chargée d'élaborer la stratégie d'innovation de la France. Ces 2 cellules devraient être très restreinte, ce sont les rapports qui le disent. Il prévoit même, par exemple, pour la première, qu'il y aurait maximum 12 membres. Et donc, on décide dans un très petit milieu de quelles doivent être ces orientations scientifiques générales de la recherche en France. Et on décide aussi de quelles sont les 5 ou 7 transformations sociétales pour lesquelles, je cite, la France dispose d'avantages comparatifs pour développer des leaderships de portée mondiale. Pourquoi 5-7 ? Ça, ce n'est pas expliqué. En revanche, les rapports montrent bien que derrière ça, il y a une logique économique qui doit présider aux grandes orientations de la recherche. Ces grands défis sociétaux étant déclinés en programmes opérationnels avec un financement dédié et ces transformations sociétales devant se résoudre par des innovations technologiques et ou industrielles. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche devrait coordonner toutes les politiques de recherche menées par les autres ministères, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et les collectivités territoriales ainsi que l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, sont appelées à mettre en cohérence leurs appels à projets et leur financement avec les grandes priorités nationales de l'État. Donc vous voyez une logique très verticale dans ce qui est la décision des grandes orientations de la recherche. Et pour que ces orientations se traduisent sur le terrain, ce qui est la grande priorité du gouvernement, eh bien, il faut que les financements soient attribués aux programmes qui les respectent. Et donc, le financement de la recherche doit être inégalitaire. C'est le 2e grand point majeur dans
dans ces rapports. Donc, les universités seraient reconnues comme des opérateurs de recherche à part entière, à condition d'en tirer les conséquences budgétaires indispensables, à savoir donner l'argent à celles qui sont jugées les meilleures et qui répondront aux priorités décidées en haut lieu par le Conseil stratégique. Et donc, et les laisser ensuite réorganiser leur recherche en interne à cet effet. D'où le fait que les crédits des laboratoires, les crédits de base, seraient augmentés aussi sous forme inégalitaire, sous forme de ce qu'ils appellent des crédits compétitifs. Donc il y a une volonté de traduire ces orientations stratégiques en orientations concrètes de la recherche sur le terrain. Le renforcement de pouvoir de l'ANR allant dans le même sens, puisqu'elle se verrait confier l'appel à projet les appels à projets de recherche nationaux, tous les appels à projets, moyennant la modulation de son aide financière en fonction de la durée et des thématiques des projets, là encore conformité avec les grandes orientations, et notamment des transferts ou des applications technologiques possibles. On voit bien qu'il y a une logique qui promeut la science appliquée ayant une rentabilité possible. Voilà. L'idée qui est affirmée également de tenir compte de la performance des enseignants-chercheurs et des chercheurs dans leur revalorisation salariale sous forme de primes, donc là aussi de manière inégalitaire, va dans le même sens. Il s'agit de récompenser ceux qui feront la recherche qui est censée servir la nation, selon le gouvernement. L'autre point central pour traduire en effet ces orientations, c'est la généralisation du management, c'est-à-dire de l'évaluation, mais d'une évaluation couplée à l'attribution des crédits, et ce à tous les niveaux, au niveau des laboratoires, au niveau des universités, au niveau des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Il s'agit de donner son plein pouvoir à l'évaluation, en lui corrélant systématiquement les dotations financières. C'est un point sur lequel, par ailleurs, les présidents insistent depuis très longtemps, les présidents d'universités et d'établissements, auprès du ministère, puisqu'ils veulent avoir la mainmise sur leur masse salariale, ils veulent pouvoir la contrôler plus finement pour pouvoir développer leur propre politique de recherche. Et s'ils ont envie de ne pas payer des sociologues, mais de plutôt payer des physiciens des particules, de pouvoir le faire. Le HCERS, le Haut Comité d'évaluation de la recherche de l'enseignement supérieur, deviendrait ainsi la clé de voûte de l'ensemble de l'architecture de l'ESR, puisqu'il se verrait confier l'accréditation de tous les systèmes d'évaluation des universités ou même l'évaluation d'un certain nombre d'entités, voire de chercheurs. Voilà, donc en liant explicitement l'évaluation à la gestion des ressources humaines, les rapports préconisent d'accomplir ce que la loi LRU de 2007 et les régimes des compétences élargis qui sont venus à partir de 2010 n'avaient pu mettre complètement en place, notamment en raison des mobilisations universitaires importantes de 2009. Les universitaires et les chercheurs sont amenés à perdre entièrement la maîtrise de l'évaluation de leur travail, qui serait confiée à des supérieurs hiérarchiques ou à des organismes non collégiaux, suivant des objectifs managériaux, de contrôle et de différenciation des carrières. Alors, la ministre a annoncé qu'un certain nombre de mesures qui étaient préconisées dans les rapports ne seraient pas mises en place. Notamment, par exemple, que la fusion des corps de maîtres de conférences et de professeurs ne serait pas envisagée, ni la référence aux 192 heures équivalentes TD qui cadre le service d'enseignement des enseignants-chercheurs. Alors, il faut se méfier de ces annonces puisque, du point de vue des recrutements, la ministre, depuis le régime des compétences élargies, n'a plus la main. Elle peut ouvrir des postes, certes, mais ce sont les universités qui gèrent la masse salariale qui les pourvoient ou non.
et on sait très bien qu'un vaste plan social qui ne dit pas son nom a eu lieu pendant les années 2000, les universités étant en situation de déficit structurel, ou en tout cas de grandes contraintes budgétaires, et tout un ensemble de postes ouverts par le ministère n'ont jamais été pourvus. C'était le cas, par exemple, des fameux 1200 postes que Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur, était censée avoir ouverts, et qui, pour une bonne part, n'ont pas été pourvus. En revanche, ce qu'on sait, c'est que la tenure track d'une durée de 5 à 7 ans, elle, reste dans les papiers et dans les projets, de même que le CDI de chantier, 2 points sur lesquels la CPU insiste particulièrement pour, là encore, pouvoir manager et gérer sa masse salariale comme elle l'entend. Voilà. Donc, la visée des rapports est claire, une poursuite méthodique de la mise en place de la compétition de tous contre tous, du management comme mode d'organisation de l'ESR, et une destruction assez avancée du statut protecteur des enseignants-chercheurs et des chercheurs, afin d'instaurer un contrôle renforcé sur la recherche. Merci.